RFC. 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 89.5 et 106.6 en FM. La radio locale. Merci de nous recevoir chez vous. Moun qui fait l'Europe, l'émission thématique portée par le Centre Europe Direct Antilles-Guyane sur Radio Fréquence Caraïbes, afin de découvrir ou redécouvrir cette institution qu'est l'Union Européenne en Martinique. Moun qui fait l'Europe, c'est tous les deuxièmes lundis du mois de 11h à 12h. Moun qui fait l'Europe, faire connaître les actions de l'Union Européenne sur notre territoire et informer de l'impact de l'Union Européenne dans le quotidien des Martiniquaises et Martiniquais. Alors maman, écoutez pourtant, exote qui comprendre et surtout, gardez l'écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Caraïbes 89.5 et 106.6 dans Moun qui fait l'Europe, l'émission du Centre Europe Direct Antilles-Guyane qui explore comment les décisions européennes influencent notre quotidien et nos territoires. Une émission qui est également disponible sur fréquencecaraïbes.com et en DAB+. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la manière dont la Martinique fait entendre sa voix au niveau national et européen, à un moment clé pour l'avenir des régions ultra-périphériques, préparation du futur budget de l'Union européenne, révision des règles applicables aux RUP, accords commerciaux, transition énergétique. Pour nous en parler et nous aider à décrypter ces enjeux, nous recevons Monsieur Manuel Pamphile, chargé des affaires européennes et nationales de la collectivité territoriale de Martinique. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui sur Radio Fréquence Caraïbes. Bonjour et merci pour votre invitation. Merci. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, de votre parcours et nous expliquer quel est votre rôle actuel au sein de la collectivité territoriale de Martinique ? Oui, bien sûr. Alors, je suis Manuel Pamphile, j'aurai 29 ans cette année. Je suis anciennement chef de cabinet et anciennement directeur adjoint de cabinet du président du conseil exécutif, donc du président Serge Letchimy. Et je suis depuis récemment, depuis novembre 2025, chargé des affaires européennes et nationales de la collectivité et représentant de la collectivité à Paris et à Bruxelles. Très bien. Pardon, allez-y. Je représente la collectivité dans l'ensemble des travaux techniques et institutionnels, tant avec le gouvernement, les associations Régions de France, le Parlement, les parlementaires, qu'avec la Commission européenne et le Parlement européen. Et donc quand on dit que vous défendez les intérêts de la Martinique auprès des institutions nationales et européennes, qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Sur quel sujet vous intervenez ? Auprès de quel interlocuteur ? Et pourquoi c'est important pour un territoire comme la Martinique d'avoir une voix spécifique à Bruxelles notamment ? Alors concrètement, je suis là pour veiller à ce que les orientations et les décisions prises ne soient pas en contradiction avec les intérêts de la Martinique. Donc au quotidien, c'est un travail de lobbying, de sensibilisation et de pédagogie auprès des partenaires que j'ai cités, à la fois au niveau national, gouvernement, Région de France, département de France, les parlementaires, les délégations, mais aussi au niveau européen, la Commission, le Parlement et dans une moindre mesure le Conseil, qui est le Conseil européen mais qui est plus politique. Mon objectif, c'est que ces institutions-là prennent en compte au quotidien les spécificités de la Martinique. Bon, je travaille aussi avec les autres régions ultrapériphériques, donc nos spécificités en tant que région ultrapériphérique, dès lors qu'une décision doit être prise et dès lors qu'une politique publique est conçue ou doit être mise en œuvre. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'une région ultrapériphérique ? Qu'est-ce que recouvre ce statut et qu'est-ce que ça change pour le territoire au sein de l'Union européenne ? Alors globalement, nous sommes 9 régions dites ultrapériphériques, donc les fameuses RUP. Pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, pour la France, je veux dire, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Réunion et Saint-Martin. Pour l'Espagne, les Canaries. Et pour le Portugal, les Açores et Madère. Il faut savoir que la reconnaissance du statut de RUP est le fruit d'un long combat qui est mené au niveau des institutions européennes, un combat qui a débuté en 1957 avec le traité de Rome et qui a abouti à l'article 349 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. En gros, c'est l'article qui encadre et qui définit ce qu'est une RUP. Qui a abouti avec le traité de Lisbonne en 2009. Donc, qu'est-ce qu'une RUP et qu'est-ce que l'article 349 ? L'article 349 permet à nos régions
de prétendre à des politiques publiques différenciées et à des adaptations des politiques publiques européennes. En gros, il permet au Conseil de l'Union, sur proposition de la Commission et après avoir consulté les parlementaires européens, d'adapter les politiques publiques, les mesures spécifiques aux réalités de nos régions. Quelles sont nos réalités? L'éloignement, l'insularité pour la plupart, sauf la Guyane, le climat, l'exposition accrue aux risques naturels, une certaine forme de dépendance économique aux territoires continentaux, un taux de chômage, des taux de chômage qui sont la plupart du temps plus élevés, des situations démographiques très particulières, des dépendances aux importations, enfin voilà, toute une série alors ça peut être des contraintes, mais ça peut être aussi des atouts qu'on retrouve dans nos régions et qu'on ne retrouve pas forcément au niveau des régions européennes continentales. Donc si je comprends bien, ce statut il permet de prendre en compte nos contraintes spécifiques, l'insularité, l'éloignement, la dépendance. Et est-ce que c'est encore un combat permanent pour ce statut de s'imposer au niveau européen? C'est un combat de tous les jours. Ce qu'on essaye de faire, mais pas au niveau national qu'au niveau européen, c'est de mettre en place, en tout cas pour le niveau national, de mettre en place un réflexe outre-mer. Pour le niveau européen, de mettre en place un réflexe RUP, tant au niveau du Conseil qu'au niveau de la Commission, au niveau des différentes directions générales, au niveau de l'ensemble de nos interlocuteurs. Il faut que dès lors qu'on conçoive une politique publique européenne, on pense tout de suite aux régions ultrapériphériques, qui certes ne sont pas très nombreuses, ils ne représentent pas énormément de population européenne, mais sont des territoires européens, bien européens, et aux avant-postes, en tout cas d'un point de vue géopolitique, nous sommes présents dans l'océan Atlantique, des Caraïbes, voilà, l'océan Indien. Il faut que nos interlocuteurs, que les législateurs européens pensent à nos territoires, et ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça que je parle de combat, de combat quotidien. Le dernier exemple en date, c'est ce qu'on appelle vulgairement le MACF, le mécanisme carbone aux frontières, qui a été pensé pour les territoires continentaux, mais qui n'a pas suffisamment pris en compte les spécificités de nos régions ultrapériphériques. Et on est là sur l'application d'un mécanisme qui risque de fragiliser de manière très importante nos secteurs stratégiques, le BTP, les cimenteries, mais aussi l'agriculture, avec les engrais, l'industrie, sur l'aluminium, etc. En fait, c'est vraiment un combat de tous les jours, faire entendre nos voix, nos spécificités, même si nous ne sommes pas très nombreux et nous sommes au final très très éloignés des centres névralgiques de prise de décision. Sûr. Et vous parliez de politique publique, mais l'Union européenne, elle prépare aussi actuellement son prochain cadre financier pluriannuel, autrement dit son budget sur plusieurs années. Pourquoi ce sujet il est particulièrement crucial pour la Martinique? Et dans ces négociations budgétaires, quelles sont aujourd'hui les priorités défendues par la Martinique? Est-ce que c'est les fonds structurels, l'agriculture, l'accès au transport? Alors, actuellement, on est toujours dans le cadre du cadre financier pluriannuel 21-27, donc 2021-2027, où la Martinique a bénéficié et bénéficie encore d'environ 700 millions d'euros de fonds européens à travers les programmes traditionnels qu'on connaît, le FEDER, le FSE. Voilà. Là, actuellement, les institutions européennes travaillent sur le prochain cadre financier pluriannuel 2028-2034. C'est un cadre qui change globalement d'architecture, puisqu'il va s'appuyer sur trois, disons, grands piliers. Premier pilier, les plans nationaux et régionaux, avec une forte décentralisation qui sera renvoyée aux États membres. Donc, il reviendra aux États membres de négocier dans le cadre de ces plans nationaux et régionaux l'allocation des fonds européens dont ils vont bénéficier. L'allocation aux différentes régions, qui sont pour la plupart, en tout cas en France, autorités de gestion. Deuxième grand pilier, c'est l'action extérieure et la sécurité. On le voit bien dans le cadre actuel, au vu de la situation géopolitique mondiale. L'Union européenne se donne pour priorité de relancer globalement les industries de défense pour pouvoir assurer sa propre sécurité dans le monde actuel. Et puis, troisième grand pilier, on peut appeler ça les politiques transversales. On sera sur la transition écologique, sur de l'innovation, de la résilience, puisque l'Union européenne travaille également énormément sur
comment adapter les différents territoires au changement climatique. Donc disons que c'est la grande architecture du prochain cadre financier pluriannuel. On parle de plus de 2000 milliards d'euros, hein, c'est quelque chose d'assez considérable. Et l'objectif de la Martinique, alors au même titre que les autres régions ultrapériphériques, c'est de faire entendre nos voix et nos besoins. Premier besoin, le maintien des programmes spécifiques dont on bénéficie. La Martinique bénéficie par exemple pour le développement de son agriculture du POSEI, programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insulage. Ce POSEI-là finance largement la canne à sucre, la banane, l'élevage et dans une moindre mesure la diversification. À l'heure actuelle, dans le cadre de la proposition de la Commission européenne, ce programme n'existerait plus dans le prochain CFP. Donc l'objectif de la Martinique, c'est même si nous ne sommes pas véritablement attachés à un programme, mais c'est que les fonds de ce programme soient sécurisés pour nos agriculteurs, nos éleveurs, etc. dans le cadre du prochain cadre financier. On milite aussi pour une meilleure prise en compte de l'article 349 dans le fonctionnement courant de l'Union européenne. Et puis on milite aussi pour l'amélioration et la sécurisation de certains programmes, notamment le programme Interreg, qui nous permet de financer des actions de coopération régionale. Globalement, ce sont nos objectifs. Et nous, en tant qu'acteurs de terrain, on entend souvent dire que les dispositifs européens sont complexes, voire décourageants pour les territoires, les porteurs de projets. Est-ce que c'est un constat que vous partagez ? Alors, les dispositifs européens, c'est vrai, ne sont pas toujours accessibles. Mais moi, je dénonce très souvent le procès qui est fait à l'encontre des collectivités et des porteurs de projets sur la mobilisation des fonds européens. Très souvent, on entend dire les collectivités, en particulier les collectivités d'outre-mer, donc les régions ultrapériphériques, ne consomment pas suffisamment les fonds européens, n'accompagnent pas suffisamment les projets des acteurs de terrain, des entrepreneurs, des porteurs de projets, etc. Moi, je vais prendre deux exemples qui concernent purement et simplement la Martinique. Entre 2015 et 2021, on avait un rythme de consommation des fonds qui se situait autour de 62 millions d'euros par année. Ah oui. Entre 2002 et 2023, on est passé à 87 millions. Là, il y a quelques jours de cela, la collectivité territoriale vient de transmettre l'information au grand public et à la presse, puisque nous sommes l'autorité de gestion sur le FEDER FSE+. On a atteint les objectifs qui ont été fixés par la Commission européenne, donc avec globalement un seuil de consommation pour l'année 2025 à 81,5 millions d'euros. Et on ambitionne d'atteindre le seuil de consommation autour de 106 millions d'euros fixé pour 2026. Donc, on fait la démonstration, chiffre à l'appui, que nous sommes, région ultrapériphérique, collectivité Martinique, en capacité d'atteindre les objectifs fixés par la Commission européenne et d'éviter ce qu'on appelle couramment le dégagement de pistes, c'est-à-dire la récupération des fonds par les institutions et leur allocation à d'autres programmes, d'autres territoires, pour le dire assez simplement. On fait la démonstration. On est en capacité d'accompagner les acteurs. On a un grand travail de réforme et de réorganisation a été mis en œuvre au sein de la collectivité territoriale, avec la création d'une direction, d'un vrai pôle qui est dédié au cofinancement à la fois nationaux et aux fonds européens, un travail de refonte des procédures, de réduction des délais, un bureau d'accompagnement aux porteurs de projets, et puis surtout la mise en place d'une vraie concertation entre les porteurs de projets, les associations, les entreprises et l'administration. C'est vrai qu'on nous a souvent, on reproche souvent aux collectivités de ne pas aller vers les porteurs de projets, de ne pas suffisamment accompagner. Ben écoutez, ça a fait l'objet d'un travail en Martinique et je sais que ça a fait l'objet d'un travail y compris en Guadeloupe et chez nos collègues des autres rues françaises pour mobiliser toujours plus de fonds européens et accompagner toujours plus de projets. Mais sur cette question-là, je voudrais juste finir en disant, moi je pense qu'il faut sortir d'un dogme de consommer pour consommer. Il faut surtout bien utiliser les fonds européens, qui sont des fonds publics, pour des actions pérennes, des actions qui sont créatrices de valeur ajoutée, d'activité et d'emploi. Donc sortons du consommer pour consommer, mais consommons mieux, consommons bien pour créer de l'activité. En fait, c'est une faible mobilisation des fonds
et à relativiser si je vous comprends bien. Et sur une autre thématique, davantage de coopération régionale, l'Union européenne signe aussi de nombreux accords commerciaux avec des régions ou des pays proches de nous, comme l'accord UE-CARIFORUM, ou encore les discussions autour du Mercosur. Pourquoi ces accords ils sont importants pour les concitoyens martiniquais? Est-ce que ça va avoir un impact plutôt positif ou négatif pour l'économie martiniquaise et plus largement pour la région caribéenne? Alors les Martiniquais nous sommes européens et nous sommes donc de facto touchés par les accords commerciaux qui sont conclus par l'Union européenne. Ce qui concerne effectivement, comme vous dites, plus la Martinique, c'est l'accord de partenariat économique UE-CARIFORUM, c'est l'accord commercial UE-Mercosur. Et bon, je vais aussi parler plus récemment, puisque c'était dans l'actualité, de l'accord commercial avec la République d'Inde. En fait, ce qu'il faut qu'on ait tous en tête, c'est qu'on a, malgré nos tailles, nous restons de petites régions, mais nous avons la spécificité d'être des régions productrices. Pour la Martinique, la banane, la canne, le sucre, les viandes, l'industrie. Et bien souvent, sur ces secteurs-là, nous ne sommes pas autosuffisants. Ce qui veut dire que toute concurrence peut déstabiliser et dérégler nos marchés. Sur ça, je vais prendre un exemple simple, un exemple concret que je connais et que les auditeurs sans doute connaissent aussi, mais en tout cas pour le sucre martiniquais. On sait tous qu'il traverse une période difficile. La dernière usine sucrière de Martinique, le Galion, produit de moins en moins de sucre parce qu'elle fait face aussi à une faible quantité de canne reçue, donc une diminution de son approvisionnement en canne à sucre. Et donc, placer cette usine sucrière face à une concurrence du sucre importé du Brésil ou de l'Inde, qui sont les plus grands producteurs de sucre au monde, risque de créer une distorsion de marché et puis de mettre cette industrie locale face à des défis qu'elle ne pourrait pas relever seule. Et puis surtout de placer le consommateur martiniquais face à un dilemme. Acheter local, mais plus cher, parce que nos coûts de production en Europe et dans l'Europe sont plus élevés qu'en Inde ou au Brésil, ou acheter importé, mais moins cher. Donc, tout le dilemme est les accords commerciaux permettent aussi à l'Europe et à l'ensemble des pays européens de rayonner par leur production. L'Allemagne, sans doute par l'automobile, son industrie, la France aussi, qui est une puissance agricole. Enfin voilà, nos pays européens ont la capacité de rayonner et d'exporter. Et les régions ultrapériphériques sont dans une situation très très particulière. Sur le sucre en particulier, est-ce qu'on ne se dirige pas vers l'asphyxie et plus à terme vers la disparition de notre industrie sucrière face à des produits importés venant de grands marchés concurrents très proches comme le Brésil ou plus éloignés comme l'Inde. Donc notre objectif dans le cadre des accords commerciaux conclus par l'Union européenne, c'est que l'Union européenne prenne en compte nos spécificités régionales, les spécificités des routes. Nous demandons aussi à être associés, alors dans des conditions qui restent à définir, mais être associés aux négociations, aux discussions pour faire valoir nos spécificités et nos atouts. Et encore plus lorsque ces négociations se tiennent dans nos environnements régionaux, géographiques proches. Et là, je parle vraiment de l'accord UE-Mercosur où on est vraiment sur un accord qui est conclu dans l'environnement caribéen, Amérique. Et concrètement, pour nos éditeurs et auditrices, vous, à votre échelle, comment vous faites pour faire entendre les spécificités du territoire de la Martinique dans des négociations commerciales qui ont une telle ampleur? Alors, pour l'instant, effectivement, nous n'arrivons pas à nous faire entendre. Mais ce que nous demandons, nous demandons à l'Union européenne de revoir son organisation et puis de nous y inclure. Ça peut prendre l'objet ça peut revêtir différents aspects. Ça peut être l'organisation de consultations dédiées à nos régions, mais ça peut être aussi l'exploitation de données qui seraient remontées par nos régions. Je ne suis pas certain que l'ensemble des négociateurs ait véritablement en tête en permanence la question sucrière en Martinique ou à La Réunion. Je ne suis pas certain que les négociateurs au niveau de la Commission aient en permanence les spécificités agricoles de la Martinique. Mais nous, on demande véritablement, à la rigueur, vous savez, ça peut aussi être une question relayée par
relayé par notre État membre, relayé par la France. Mais on l'a bien vu pour les négociations UE-Mercosur, la position de la France là aussi n'a pas été entendue. Alors que la France défendait à la fois son modèle de développement agricole, mais aussi celui des pays d'outre-mer. Donc, nous, on demande véritablement à ce qu'on puisse être entendu. Alors, on pourrait proposer différentes modalités, comme je l'ai dit, consultation écrite, participation aux différentes réunions ou réunions spécifiques dédiées en marge des négociations. L'Union européenne sait le faire sur certains sujets. Je pense qu'il n'y a aucune contre-indication à le faire pour des négociations commerciales, sans bien sûr empiéter sur les prérogatives de la Commission, sur les prérogatives des différents États membres. Et j'aimerais désormais revenir sur un autre sujet, la transition énergétique, puisque c'est un enjeu majeur pour les territoires insulaires qui sont particulièrement exposés notamment au changement climatique. Quelle est la stratégie défendue par la Martinique au niveau européen sur ces sujets? Est-ce que l'UE peut être un véritable levier pour accélérer le développement durable et l'autonomie énergétique du territoire? Alors la Martinique a énormément de spécificités en matière énergétique. On ne dispose d'aucune ressource énergétique fossile. On ne dispose pas non plus d'interconnexion. Donc nous sommes un territoire non interconnecté au niveau européen. Et puis on fait face à un taux de dépendance aux énergies fossiles qui dépasse les 80%, avec une production électrique basée sur les énergies renouvelables qui se développe mais qui n'est pas encore suffisante. La Martinique travaille sur sa programmation pluriannuelle de l'énergie. D'ailleurs, au niveau national, la Martinique vient de déposer une demande d'habilitation en matière d'énergie pour poursuivre le travail sur cette PPE, ce qu'on appelle la PPE 2028-2033. Et notre objectif, tant au niveau national qu'au niveau européen, c'est d'obtenir et de sécuriser des financements qui nous permettraient d'aller vers davantage d'autonomie énergétique, donc sortir du fossile, développer l'éolien, développer le photovoltaïque, développer aussi la géothermie. Concernant l'éolien, la collectivité de Martinique se positionne véritablement en faveur du développement de l'éolien offshore. Donc on serait plus sur de l'éolien en mer pour éviter toutes les contraintes de l'éolien terrestre. Différentes études ont été menées très très récemment à ce sujet et nous permettent d'envisager l'implantation de différents parcs éoliens au large de la Martinique qui seraient en capacité d'assurer quasiment notre autonomie énergétique. Pour cela, il faut des fonds. Il faut donc des fonds à la fois nationaux mais aussi européens. Il faut aussi sécuriser l'approvisionnement. Et là, on parle de la question du stockage de l'énergie produite, des batteries. Et puis on a aussi la question de la consommation énergétique martiniquaise et la question de l'efficacité énergétique. Donc c'est un vaste programme pour lequel il existe déjà des financements européens qui sont fléchés sur le FEDER, mais notre objectif c'est surtout de sécuriser ces financements et puis de les accroître pour financer nos priorités, comme je l'ai dit, en particulier l'éolien offshore, le photovoltaïque et la géothermie. Je sais que différentes pistes sont actuellement étudiées dans le nord et dans le sud de la Martinique pour la géothermie, mais c'est un travail constant, sécuriser des fonds et puis bien sûr veiller à ce que les réglementations européennes ne continuent à permettre ces explorations et la création de ces projets. Et donc pour conclure, si on se projette à 5 ou 10 ans, quels seraient selon vous les grands succès à atteindre pour la Martinique sur ces sujets-là, mais aussi dans sa relation plus globale avec l'Union européenne? Alors, nous en Martinique, je crois avoir identifié plusieurs objectifs. On a des grands succès à atteindre. Faire entendre nos différences au niveau des institutions européennes, Commission, Conseil, Parlement européen. Assurer le financement de nos priorités. Assurer aussi la simplification normative. On n'a pas énormément parlé de simplification, mais c'est aussi un aspect très très important pour nous et pour certains secteurs d'activité. Je sais que les marins pêcheurs de Martinique et aussi des autres régions ultrapériphériques attendent avec impatience mettent beaucoup d'espoir dans le renouvellement des flottes de pêche. Une demande a d'ailleurs été adressée par la conférence des présidents des RUP et la Martinique dans le cadre des contributions sur le paquet de simplification législative
législatif, notamment pour la remotorisation, puisque en matière de pêche, on est dans un cadre très particulier en Martinique, on est sur une pêche artisanale. Donc, grand succès, faire entendre nos différences, assurer le financement de nos priorités, simplifier les normes pour nous permettre de développer nos différents secteurs stratégiques. Et puis, un autre objectif, mais qui n'est pas au niveau européen, qui est surtout au niveau local, c'est faire prendre conscience aux porteurs de projets, aux investisseurs, aux collectivités, aux élus, à la population dans son ensemble, de l'importance des institutions européennes et de leur place dans nos vies. Énormément de projets en Martinique, si ce n'est quasiment tous, sont financés et voient le jour grâce au soutien des fonds européens. C'est pas une question d'argent, c'est une question de modèle de développement, d'objectifs que nous souhaitons atteindre à l'horizon 2030, 2040, 2050. Quel pays on veut, quelle région on veut véritablement construire, quels sont nos objectifs en matière d'agriculture, en matière de transport public. On connaît nos priorités, nos objectifs. Pour cela, il faut qu'on puisse se donner les moyens et puis qu'on puisse aussi avoir conscience de l'importance du travail au niveau des institutions européennes. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. On le voit dans la mobilisation des électeurs martiniquais, notamment lors des élections européennes. Il y a très souvent une distance géographique qui existe, et une distance aussi avec des institutions très peu connues, dont le fonctionnement reste abstrait pour les Martiniquais, qui sont très attachés à leurs institutions locales et nationales. Et pour eux, parler de co-législateur au niveau européen, parler de commission, de conseil, tout cela reste encore très abstrait. Donc, le but de mon travail, c'est à la fois, comme je l'ai dit en début d'intervention, c'est le lobbying, c'est de sensibiliser, de faire entendre nos positions, nos objectifs, nos spécificités, nos atouts, et puis au niveau martiniquais, au niveau local, de faire entendre aussi, de sensibiliser, de faire prendre conscience que nous sommes des Européens, nous sommes une région, certes ultra-périphérique, mais une région européenne, et on a toute notre place dans les discussions et dans l'élaboration des grandes politiques publiques de l'Union. Et on comprend mieux pourquoi vous parliez de combat au quotidien. Merci beaucoup, Monsieur Pamphile, pour cet éclairage et pour avoir été avec nous aujourd'hui. Merci également à vous, auditrices, auditeurs, de nous avoir suivis. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Moon qui fait l'Europe sur Radio Fréquence Caraïbes. Merci beaucoup. Moon qui fait l'Europe, l'émission thématique portée par le Centre Europe Direct Antilles-Guyane sur Radio Fréquence Caraïbes, afin de découvrir ou redécouvrir cette institution qu'est l'Union européenne en Martinique. Moon qui fait l'Europe, c'est tous les deuxièmes lundis du mois de 11h à 12h. Moon qui fait l'Europe, faire connaître les actions de l'Union européenne sur notre territoire et informer de l'impact de l'Union européenne dans le quotidien des Martiniquaises et Martiniquais. Alors maman, écoutez pourtant, exote comprendre et surtout, gardez l'écoute. Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24.